28 novembre 1904, Natchez, territoire du Mississippi. L'air lui-même semblait crépiter de l'horreur de ce qui avait été fait, le silence de l'aube brisé seulement par les murmures d'une violence inimaginable. On murmurait son nom avant même que le sang ne sèche. Eunice. Elle portait non seulement une soif de vengeance qui faisait trembler la nuit elle-même, mais aussi le poids de chaque affront, de chaque coup de fouet, de chaque moment de paix volé. Une jeune femme, peut-être 20 ans, une domestique accablée par une vie de souffrance invisible, elle avait été élevée dans la maison même qu'elle allait transformer en tombeau. Mais cette nuit-là, Eunice ne resta pas silencieuse. Elle ne s'agenouilla pas. Elle ne pardonna pas. Eunice grava la terreur dans la chair et laissa des ombres sur chaque mur. Ceci est la véritable histoire d'Eunice, une esclave qui transforma la veille de ce qui aurait dû être un matin tranquille en une nuit de jugement, quand la peur elle-même apprit son nom. Avant de continuer, laissez votre marque dans les commentaires. D'où regardez-vous? En fin de compte, les témoins gardent l'histoire vivante plus que les archives ne le pourraient jamais. Nous racontons des histoires ici, vous savez, pas seulement celles imprimées dans les livres, mais celles portées par le vent, transmises de grand-mère à petit-enfant, chuchotées à voix basse au-dessus des marmites qui mijotent. Et certaines histoires, ce ne sont pas juste des contes, ce sont des avertissements, ce sont des promesses, ce sont les échos de ce qui arrive quand un esprit est poussé trop loin, puis encore un peu plus. L'histoire d'Eunice est l'une de celles-là. Il est difficile de reconstituer la vérité exacte, après toutes ces années, après tout le silence qui lui a été imposé. Mais les eaux de l'histoire, la chaleur et la cendre, demeurent. Eunice était sur la plantation Beauchamp, puis d'aussi loin que l'on se souvienne, née dans la trame même de cette grande maison délabrée. Les Beauchamp étaient une famille de vieille fortune, où ce qui en tenait lieu dans le territoire brut et ambitieux du Mississippi au début des années 1800. Leur richesse était bâtie sur le coton, comme tant d'autres, et le travail forcé qui le faisait fleurir. Eunice était une domestique, un rôle qui signifiait qu'elle vivait plus près de la famille blanche, voyait plus, entendait plus, endurait plus. Ses journées étaient un cycle incessant, se réveiller avant l'aube, attiser le feu de la cuisine jusqu'à ce que ses braises brillent comme des yeux en colère, préparer des petits déjeuners qu'elle ne goûterait jamais, nettoyer des pièces qu'elle ne posséderait jamais. La maîtresse de maison, Madame Beauchamp, était une femme dont la beauté s'était estompée en quelque chose d'aigu, de cassant, comme un vase antique qui se fissure facilement. Elle était connue pour son tempérament, un orage soudain qui pouvait éclater sur le foyer à tout moment, laissant la dévastation dans son sillage. Eunice connaissait la maison mieux que Madame Beauchamp elle-même. Elle connaissait le grincement de la 3e marche qui trahissait une descente nocturne, la façon particulière dont la lumière tombait à travers la fenêtre du salon au crépuscule, l'odeur de lavande et de poussière dans les draps. Elle connaissait aussi le son des pas de Madame Beauchamp qui approchait, un tapotement rapide et léger qui signalait un mécontentement imminent. Chaque coin de cette maison était un souvenir pour Eunice. Le garde-manger où elle avait été envoyée pendant des heures pour un pot de lait renversé. Le couloir étroit où une gifle soudaine avait laissé sa joue brûlante. La cuisine elle-même, un lieu de travail incessant et de ressentiment latent. Pour Eunice, la cuisine était le cœur de son monde et aussi sa cage. C'était un lieu de chaleur, le foyer toujours allumé, les marmites en fer lourdes de leur fardeau. C'est là qu'elle apprit à cuisiner, à faire de la pâtisserie, à réparer, à servir. Mais c'était aussi là qu'elle ressentait le poids de sa captivité le plus crûment. Elle observait souvent Madame Beauchamp, assise à la petite table polie, s'affairant autour d'un menu, ou dictant des ordres, sa clé de porte en argent pour le garde-manger et les réserves tintant contre une tasse de thé. Cette clé, c'était le symbole de tout ce que Eunice n'avait pas. Liberté de mouvement, accès à la subsistance, contrôle sur sa propre vie. Elle pendait à la ceinture de Madame Beauchamp, la plupart du temps, parfois laissée sur la table,
une présence constante et moqueuse. Eunice lui jetait parfois un coup d'œil, un objet si petit, mais détenant tant de pouvoir. Qu'est-ce que ça ferait, se demanda-t-elle, de simplement franchir cette porte arrière, de tourner la clé dans la serrure et de ne jamais regarder en arrière? Les semaines précédant cette nuit de novembre avaient été particulièrement difficiles. Madame Beauchamp était malade, sujette à des crises de douleur intenses et, par conséquent, à une cruauté intensifiée. La moindre imperfection pouvait la déclencher. Un plat pas assaisonné à son goût, une ride dans une robe, un moment d'insolence perçue. Chacun était accueilli par un torrent d'abus, parfois physique, toujours verbal. Eunice en supportait la plus grande partie. Elle était la plus proche, la présence la plus constante. Les mots de Madame Beauchamp, aussi tranchants que des éclats de verre brisés, coupaient plus profondément que n'importe quel fouet. Il parlait de l'inutilité d'Eunice, de son péché inhérent, de sa place en tant que propriété. Il lui arrachait sa dignité, morceau par morceau agonisant. Un APR. Est-ce midi? Madame Beauchamp avait constaté la disparition d'un petit mouchoir brodé de sa table de toilette. C'était une bagatelle, facilement égarée. Mais pour Madame Beauchamp, c'était la preuve d'un vol, un défi à son autorité. Elle accusa Eunice, sa voix montant à un ton aigu qui résonnait dans les couloirs vides. Eunice, épuisée et silencieuse, secoua simplement la tête. Mais Madame Beauchamp ne serait pas apaisée. Elle traîna Eunice à la cuisine, un endroit qui avait vu d'innombrables humiliations, et la gifla violemment au visage. « Tu avoueras, fille, siffla-t-elle, ou tu regretteras le jour de ta naissance. » Le mouchoir fut retrouvé plus tard sous une pile de papier, oublié. Madame Beauchamp n'offrit aucune excuse. Au lieu de cela, elle dit simplement « Veille à ce que cela ne se reproduise plus. La négligence est aussi grave que le vol. » L'injustice de la chose, le rejet désinvolte de la douleur d'Eunice, s'installa dans le cœur d'Eunice comme une lourde pierre. Quelques jours plus tard, un autre incident. Une brûlure mineure sur la main de Madame Beauchamp, causée par un fer chaud. Elle accusa Eunice, prétendant qu'elle ne l'avait pas suffisamment chauffée. La punition fut rapide et publique. Eunice fut forcée de rester debout dans le salon, face au mur pendant des heures, tandis que Madame Beauchamp recevait des invités, désignant occasionnellement Eunice comme un exemple vivant des difficultés à gérer le personnel. L'humiliation fut une blessure plus profonde que n'importe quel coup physique. C'était une érosion constante de son esprit, un démantèlement méthodique de son humanité. La tradition orale dit que la rage d'Eunice ne s'est pas enflammée d'un coup, mais s'est plutôt construite comme un feu lent et délibéré, alimenté par des années de petites braises ardentes. Chaque insulte, chaque coup, chaque moment de joie volé ajoutait un bâton au bûcher. Le fardeau psychologique de vivre sous la tyrannie de Madame Beauchamp était immense. Eunice le portait dans l'affaissement de ses épaules, le regard baissé, la façon dont elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, essayant d'être invisible. Mais à l'intérieur, sous la surface placide, quelque chose changeait. L'obéissance tranquille était un masque, et derrière elle, un orage couvait. Auriez-vous fait la même chose à sa place? À quoi auriez-vous pensé à ce moment-là, alors que le fardeau devenait de plus en plus lourd? Dans la nuit du 27 novembre, l'air était épais et humide, une prémonition de la violence à venir. Madame Beauchamp était d'une de ses pires humeurs. Sa maladie avait flambé, et son tempérament était un nerf à vif. Elle avait exigé un thé spécial, puis l'avait déclaré trop faible, puis trop fort. Eunice, fatiguée jusqu'à la moelle, avait enduré une série d'accusations, d'insultes sur son intelligence, sa propreté, sa nature même. Madame Beauchamp avait même menacé d'envoyer Eunice au champ,
un sort souvent pire que la mort pour une domestique. Puis, la maîtresse était allée se coucher tôt, se plaignant bruyamment du service, laissant Eunice nettoyer la cuisine seule. La cuisine, d'ordinaire un lieu d'activité intense, était silencieuse. Seul le crépitement des braises dans le foyer, maintenus en vie pour la cuisine du matin, brisait le silence. Eunice accomplissait ses tâches, son esprit un tourbillon d'années de souffrance. Le poids de l'oppression était écrasant, l'oppressant, l'étouffant. Ses mains, calleuses à force de travailler, bougeaient automatiquement, mais ses pensées, elles étaient loin des tâches. Elle regarda les braises incandescentes, une chaleur profonde et primale en émanait. Elle pensa à la froideur du cœur de Madame Beauchamp, aux maux brûlants qu'elle avait endurés. Une étrange et calme résolution s'installa en elle. Les années de peur, les années d'endurance silencieuse, s'évaporèrent soudainement, remplacées par une certitude froide et inébranlable. Les chaînes qui la liaient n'étaient pas seulement physiques, c'étaient des liens invisibles d'attente, de peur, de conformité. Et à ce moment-là, elle décida de les briser, pas avec une clé, mais avec le feu. Elle sortit de la cuisine, ses pieds nus silencieux sur le parquet, et entra dans le grand couloir silencieux. La maison dormait. Le seul son était le faible murmure du vent dehors. Elle connaissait l'agencement de la maison par cœur, chaque grincement, chaque ombre. Elle se déplaçait elle-même comme une ombre, à travers l'obscurité qui lui avait autrefois apporté la peur, mais qui maintenant lui offrait un abri. Elle atteignit la porte de la chambre de Madame Beauchamp, une lourde barrière de chêne. Souvent, Madame Beauchamp la verrouillait de l'intérieur, mais cette nuit, peut-être dans sa hâte ou à cause de sa maladie, elle ne l'avait pas fait. La clé de porte de cette pièce, plus grande et plus ornée, pendait habituellement près du lit de Madame Beauchamp. Eunice n'en eut pas besoin. La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa lentement, silencieusement, et entra dans la pièce. L'air était lourd du parfum de lavande et de la douceur écœurante de la maladie de Madame Beauchamp. Le clair de lune, fin et pâle, traversait le sol. Madame Beauchamp gisait dans son lit, un monticule de lin blanc, respirant lourdement dans son sommeil. Eunice resta là un long moment, observant, le silence de la pièce amplifiant le son de son propre battement de cœur. Elle ne ressentait alors rien, ni peur, ni regret, juste une clarté profonde et glaçante. Ce moment n'était pas entièrement dicté par la haine. C'était une fin à l'indignité, une fin à la peur, une fin au désespoir incessant et accablant. Elle se retourna et retourna à la cuisine. Les braises dans le foyer pulsaient d'une lueur orange profonde. Elle trouva une petite cuillère de service en métal, une de celles utilisées pour le sucre ou les épices. Ce n'était pas une arme conçue pour la violence, mais entre ses mains, elle en devint une. Elle retira délicatement plusieurs des braises les plus chaudes, le métal sifflant faiblement en touchant leur surface ardente. La chaleur était intense, brûlante. Elle les porta, non pas rapidement, mais délibérément, de retour dans la chambre de Madame Beauchamp. Chaque pas était une affirmation silencieuse de son dessein. De retour dans la chambre, elle s'approcha du lit. Madame Beauchamp bougea, un doux gémissement s'échappa de ses lèvres, mais elle ne se réveilla pas. Eunice s'agenouilla près du lit. La cuillère, lourde de sa charge brûlante, tremblait légèrement dans sa main, mais sa résolution ne vacilla pas. Ce n'était pas un moment de passion, mais de rétribution froide et calculée. Elle tint les braises près du visage de Madame Beauchamp, la chaleur irradiant, un avertissement. Les yeux de Madame Beauchamp s'ouvrirent en un battement, clignant des paupières contre la proximité soudaine de la lumière et de la chaleur. Un petit halètement s'échappa d'elle. Alors, Eunice agit. Elle força la cuillère dans la bouche de Madame Beauchamp, poussant les braises incandescentes dans la chair tendre et souple.
Les yeux de Madame Beauchamp s'écarquillèrent d'une terreur et d'une douleur inimaginables. Un cri étouffé, assourdi et gargouillant tenta de s'échapper, mais les braises brûlantes remplirent sa gorge, la calcinant, l'étouffant, la détruisant. L'odeur de chair brûlée, écœurante et sucrée, emplit la pièce. Madame Beauchamp se débattit, ses mains s'élevant pour griffer Eunice, l'agonie brûlante dans sa bouche, mais Eunice la maintint avec une force née d'années de fureur réprimée. Elle la retint là, immobile, jusqu'à ce que les convulsions s'apaisent, jusqu'à ce que les sons étouffés cessent, jusqu'à ce que le corps sous ses mains devienne mou. Les braises firent leur travail, transformant la bouche de la maîtresse en une gueule calcinée et silencieuse. L'acte lui-même fut rapide, brutal et horrifiant. Mais pour Eunice, c'était la culmination d'une vie de petite mort, de l'esprit s'éteignant pièce par pièce. Une fois l'acte accompli, elle se leva, la cuillère en métal toujours dans sa main, maintenant froide et vide. Son visage était inexpressif, ses yeux creux. Elle regarda la silhouette immobile et silencieuse sur le lit, puis elle se retourna et sortit. Elle retourna à la cuisine, replaça soigneusement la cuillère à sa place et reprit sa position près du foyer, attisant les braises mourantes comme si rien ne s'était passé. Le soleil allait bientôt se lever, et avec lui la découverte. Quand la maison s'éveilla, l'horreur fut immédiate. Les cris des autres domestiques, les hurlements terrifiés de M. Beauchamp, l'activité frénétique qui suivit. Le shérif fut appelé, ses hommes passant la maison au peigne fin, cherchant des signes d'un intrus, d'une effraction, mais il n'y en avait aucun. La clé de porte de l'extérieur, pour toutes les nombreuses serrures des Beauchamp, pendait toujours à son crochet dans le bureau du maître, intacte. La maison était sécurisée. L'horreur était venue de l'intérieur. Eunice, comme les autres domestiques, fut interrogée. Son visage était impassible, ses réponses courtes, son attitude silencieuse. Elle ne montra aucune émotion, aucune peur, aucune surprise. Ce manque même de réaction extérieure, à une époque où les personnes asservies étaient censées afficher une douleur ou une terreur exagérée pour détourner les soupçons, a peut-être été sa perte. Ou peut-être était-ce simplement l'impossibilité d'imaginer un étranger commettant un acte aussi intime et horrifiant à l'intérieur d'une maison fermée à clé. L'enquête se resserra rapidement. Les soupçons tombèrent sur elle. Les archives, les rares qui subsistent, parlent de son arrestation rapide, de ses aveux et de son procès. Il n'y a pas de transcription détaillée de ses paroles, pas de grande déclaration d'injustice. Seul un langage froid et officiel. Elle fut accusée de meurtre, un crime passible de la peine capitale. Sa défense, si tant est qu'il y en ait eu une, est perdue dans l'histoire. Le résultat était prédéterminé. Une esclave accusée d'avoir assassiné une maîtresse blanche, surtout d'une manière aussi horrible, ne pouvait s'attendre à aucune pitié. Eunice fut reconnue coupable. La sentence était la mort. Elle devait être pendue. Les récits mentionnent son silence continu, son calme même lorsque son destin fut scellé. C'était comme si elle avait déjà fait sa paix, ou peut-être, dans l'acte même de rétribution, avait déjà trouvé une forme tordue de liberté. Le tribut psychologique de son asservissement l'avait menée à un point au-delà de la peur. Les histoires racontent qu'elle marcha vers la potence, la tête haute, les yeux fixés sur quelque chose au-delà des visages en colère de la foule, quelque chose au-delà des cordes qui l'attendaient. Son exécution, comme tant d'autres, était censée être un spectacle, un avertissement à quiconque oserait envisager des actes de défi similaires. Mais parfois, ces spectacles se retournent contre eux. Parfois, ils transforment une victime en légende, un moment de terreur en un murmure d'espoir. L'histoire d'Eunice devint l'une de celles-là. Elle fut effacée des histoires officielles, enterrée sous des couches de honte et de peur, mais elle perdura, passée de bouche à bouche,
dans les conversations chuchotées après la tombée de la nuit. Dans les quartiers, on parlait d'Eunice. Non pas comme un monstre, mais comme une femme qui avait atteint son point de rupture. On parlait du feu dans son cœur, du feu qu'elle avait utilisé pour faire taire la voix qui l'avait tourmentée. Son acte, bien que brutal, fut perçu par certains comme une justice féroce et terrible. C'était une histoire racontée pour leur rappeler que même dans l'oppression la plus profonde, l'esprit humain, poussé au-delà de toutes les limites, pouvait riposter avec une force dévastatrice. Le nom d'Eunice devint une sorte de code, un symbole de défi extrême, un fantôme qui hantait les grandes maisons et les esprits de ceux qui croyaient leur pouvoir absolu. Les années se transformèrent en décennies. La plantation Beauchamp tomba finalement en décrépitude. La terre fut vendue, la maison s'effritant lentement. La lignée familiale s'éteignit, peut-être hantée par le souvenir de cette nuit. Mais l'histoire d'Eunice, elle ne mourut jamais vraiment. Elle se transforma, comme les histoires. Elle devint un morceau de folklore, un avertissement aux maîtres cruels, une source secrète de force pour les esclaves. Certains disaient que son esprit errait encore sur les terres de l'ancienne plantation, une présence silencieuse, ses yeux luisants comme des braises dans l'obscurité. D'autres affirmaient que certaines nuits, si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre le léger tintement d'une haute clé de porte. Non pas celle de Madame Beauchamp, mais celle d'Eunice, déverrouillant quelque chose dans la nuit, une promesse silencieuse de jugement. Son histoire devint un sombre hymne, chanté non pas avec des mots, mais avec des regards entendus et la compréhension partagée de ce que la véritable oppression pouvait engendrer. C'était un rappel que la liberté, même dans ses formes les plus désespérées et violentes, était un feu qui ne pouvait jamais être véritablement éteint. La vérité de l'acte d'Eunice, dépouillée de sa condamnation officielle, devint tout autre chose dans la mémoire collective. Un témoignage de l'esprit inflexible de ceux qui refusaient d'être brisés, une légende chuchotée dans l'ombre, une vérité féroce et brûlante sur le coup du pouvoir absolu. Si vous regardez toujours, écrivez le mot « justice » ci-dessous. Les murmures concernant Eunice commencèrent avant même que le soleil ne soit complètement levé, portés par les cuisiniers et les palefreniers, les travailleurs des champs qui s'éveillaient à peine pour leur journée. Ils ne prononcèrent pas son nom directement, pas au début. Ils parlaient de Umpung. Nuit de justice payée par le feu. Pour ceux qui avaient vécu sous la coupe de Madame Beauchamp, la nouvelle, bien qu'horrifique, portait un poids étrange et sombre. C'était un tremblement sous leurs pieds, une reconnaissance silencieuse que parfois les opprimés trouvent que leur propre terrible moyen de s'exprimer. La vie quotidienne de Nice, avant cette nuit, était une tapisserie tissée de fils de souffrance silencieuse et de résilience forcée. Au-delà de la cuisine, elle s'occupait également des besoins personnels de Madame Beauchamp, une proximité qui lui apportait à la fois une compréhension plus profonde de sa tortionnaire et un sentiment d'atteinte plus aigu. Cela signifiait habiller la maîtresse, lui brosser les cheveux, supporter ses humeurs changeantes et souvent ses coups physiques. Madame Beauchamp avait l'habitude de pincer, une pression nette et soudaine sur le bras ou la taille d'Eunice si un bouton n'était pas attaché assez vite ou si ses cheveux ne tombaient pas parfaitement. Ce n'étaient pas des coups qui laissaient des marques durables, pas comme le fouet du contremaître, mais c'étaient des invasions intimes, conçues pour affirmer une domination totale sur le corps et l'esprit d'Eunice. Chaque pincement était un rappel que même les plus petites parties d'elle ne lui appartenaient pas. Il y avait aussi l'affaire de la plus jeune fille de Madame Beauchamp, une enfant fragile nommée Éléanore, à peine âgée de 5 ans. Eunice était souvent chargée de s'occuper d'Éléonore, de la bercer pour qu'elle s'endorme, de lui raconter des histoires chuchotées des bois au-delà de la plantation. Éléonore, contrairement à sa mère, était une enfant douce, et ces moments étaient de petites îles de paix volées pour Eunice, mais même cela était ensouillé. Madame Beauchamp entrait parfois, réprimandant Eunice pour avoir cajolé l'enfant, pour lui avoir rempli la tête de bêtises.
Une fois, elle avait même arraché un petit oiseau en bois sculpté par Eunice, un cadeau pour Éléanore, et l'avait jeté au feu, simplement pour affirmer que rien de ce qu'Eunice créait n'avait de valeur. La petite fille avait pleuré et Eunice avait ressenti une douleur qui n'était pas la sienne, un feu protecteur s'agitant au fond d'elle. C'était une douleur qui s'était gravée dans sa mémoire, une autre étincelle ajoutée à la rage qui couvait lentement. La richesse de la famille Beauchamp était maintenue par une attention méticuleuse, presque obsessionnelle, à leur registre. Monsieur Beauchamp, un homme dont la présence était largement définie par son absence dans la maison et sa concentration sur les champs, gardait un grand livre, relié en cuir dans son bureau. Ce grand livre contenait les noms de ses propriétés humaines, leurs âges, leurs valeurs supposées, et des registres de naissance, de décès et de vente. C'était un livre de vie réduite en chiffres, d'humanité quantifiée comme des actifs. Eunice n'en avait jamais vu l'intérieur, mais elle en connaissait l'existence. Il représentait l'ultime indignité. Sa vie, son être même, réduite à une entrée dans un livre, une simple ligne dans un compte financier. L'idée d'être un numéro, une propriété, était une humiliation constante et rauque. La veille de la nuit de l'incendie, Madame Beauchamp avait été particulièrement cruelle, non seulement envers Eunice, mais aussi envers le vieux Silas, l'un des plus anciens travailleurs des champs. Silas, courbé par l'âge, avait accidentellement cassé un soc de charrue. Madame Beauchamp, supervisant elle-même les réparations lors d'une rare incursion à l'extérieur, avait éclaté en fureur, lui criant dessus, le traitant d'inutile, menaçant de le vendre au sud. Eunice, préparant le dîner dans la cuisine, avait entendu les échos de la maltraitance, le son aigu et déchirant d'un esprit humain écorché. Lorsque Silas fut ramené au quartier, ses yeux étaient éteints, son esprit visiblement brisé. Cette nuit-là, Eunice le vit assis près de sa cabane, regardant le vide, et une froide certitude s'installa en elle. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de tous, de la déshumanisation incessante et accablante. Il s'agissait d'un système entier construit sur la destruction des âmes. Que ressent-on à voir quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui a vécu toute une vie, être réduit à néant sous ses yeux? Est-ce que cela vous brise? Ou est-ce que cela forge quelque chose de plus dur, quelque chose d'inflexible? Le matin du 28 novembre, lorsque le corps fut découvert, fut une scène de chaos maîtrisé. Monsieur Beauchamp, homme d'ordinaire composé, était une ombre pâle et tremblante de lui-même. Ses cris frénétiques pour le shérif, ses cris d'incrédulité, résonnaient dans la maison. Les autres esclaves se déplaçaient avec un mélange de peur et de solennité forcée, leurs yeux évitant soigneusement le regard du maître, leur visage masque de choc. Mais sous la surface, un courant de sombre satisfaction traversa les Skurtiers, un frisson silencieux et dangereux. Le shérif Beaumont, un homme bourru et corpulent avec un regard perpétuellement soupçonneux, arriva avec 2 adjoints. Il était habitué à la violence qui couvait souvent sous la surface de la vie de plantation, mais ceci, c'était différent. La pure brutalité de l'acte, l'horreur intime des braises brûlantes, parlait d'une fureur profondément personnelle. Il interrogea d'abord M. Beauchamp, puis les autres domestiques, un par un. Leurs récits étaient répétés, soigneusement neutres. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu. La maison était silencieuse. Quand ce fut le tour de Nice, elle se tint devant le shérif, les mains jointes, les yeux baissés. Ses réponses étaient simples, directes, dépourvues de toute émotion discernable. Elle avait été à la cuisine, elle avait attisé le feu, elle était allée dans sa couchette au quartier des domestiques. Elle n'avait rien entendu. Sa voix était plate, presque mélodieuse dans son absence d'inflexion. Le shérif Beaumont, un homme qui se targuait de lire les gens, ne trouva rien à quoi se raccrocher. Son visage était une ardoise vierge. Pourtant,
Il y avait quelque chose dans son immobilité, dans le calme absolu qui le troublait. La plupart des autres, même dans leur peur, montraient un éclair de terreur ou de confusion. Eunice ne montrait qu'une paix étrange. « Vous connaissiez bien Madame Beauchamp, n'est-ce pas, jeune fille ?» demanda le shérif, sa voix rauque. Eunice leva les yeux, croisant son regard un instant fugace. « Je l'ai servie, monsieur. »« C'était une femme dure, dirait-on » insista Beaumont, essayant de la provoquer. L'expression d'Eunice ne changea pas. Elle était la maîtresse. Il tenta à nouveau. « Vous a-t-elle déjà maltraité ? Ou l'un des autres ?» Un temps de silence. « Elle maintenait l'ordre dans sa maison, monsieur. » Ses réponses étaient parfaites, inattaquables. Trop parfaites, peut-être. Le regard du shérif s'attarda sur elle, un éclair de suspicion s'allumant dans ses yeux. Il vit les callosités sur ses mains, la force dans sa stature, le pouvoir tranquille qui se cachait sous son attitude soumise. Il savait instinctivement que cette femme tranquille gardait des secrets, mais il n'avait aucune preuve. La maison était fermée de l'intérieur. La bougie clé de porte de l'extérieur pendait toujours intacte dans le bureau. Le seul moyen d'entrer ou de sortir était par les domestiques. La famille Beauchamp, désespérée de maintenir son statut et de protéger sa réputation, voulait une résolution rapide. L'idée qu'un nègre puisse commettre un tel acte de violence, non pas dans un accès de passion mais avec une cruauté si délibérée, était profondément déstabilisante pour la communauté blanche. Elle brisait leur illusion soigneusement construite de servitude docile et satisfaite. Le procès fut une formalité. Il eut lieu dans le petit palais de justice exigu et confiné de Natchez, un bâtiment qui sentait le tabac rassis et la peur. Eunice était assise, une figure solitaire, tandis que des hommes blancs parlaient de son caractère, de ses prétendus motifs, de sa culpabilité. Il n'y avait aucun avocat de la défense d'un réel mérite. Son destin fut scellé au moment où les braises furent pressées sur les lèvres de Madame Beauchamp. L'accusation dépeint une négresse vengeresse et sauvage, mue par une dépravation inhérente. Ils parlèrent de la nature animaliste de son crime, évitant soigneusement toute mention des décennies d'oppression qui auraient pu y mener. Ils présentèrent les preuves, la maison fermée à clé, l'absence d'un intrus, le fait qu'Eunice avait été la dernière à quitter la cuisine, d'où les braises avaient été prises. Ils soulignèrent son absence de remords, comme preuve de sa cruauté de sang-froid. Au cours des débats, M. Beauchamp lui-même témoigna, sa voix tremblante alors qu'il racontait l'horreur de la découverte de sa femme. Il parla de sa gentillesse envers ses esclaves, du bon traitement qu'il recevait, brossant le tableau d'un maître bienveillant trahi par une servante malfaisante. Il serrait un petit médaillon en argent, un héritage familial. Comme pour se réconforter, ses yeux jetant occasionnellement des regards vers Eunice, emplis d'un mélange de terreur et de dégoût. L'ironie avait un goût amer dans la bouche de ces quelques esclaves autorisés à assister au procès depuis le fond de la salle d'audience. Eunice, debout en silence, tandis que l'homme qui profitait de son asservissement parlait de sa propre souffrance. Eunice resta silencieuse pendant tout ce temps. Elle n'offrit aucune plaidoirie, aucune défense, aucune explication. Lorsqu'on lui demanda si elle avait quelque chose à dire avant le verdict, elle secoua simplement la tête. Son silence n'était pas un aveu de culpabilité, mais un refus de participer à un système qu'il avait déjà jugé dès sa naissance. C'était un acte silencieux de défi, sa dernière position inébranlable. Le jury, composé entièrement d'hommes blancs, délibéra moins d'1 heure. Le verdict fut « coupable ». La sentence fut prononcée avec gravité. Elle devait être pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. La date fut fixée 1 semaine plus tard, une exécution publique destinée à instiller la peur et à renforcer l'ordre social rigide. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, non seulement parmi les planteurs blancs, mais dans chaque quartier d'esclaves, portée par des conversations chuchotées et des regards entendus. Parmi les esclaves, l'histoire d'Eunice devint une sorte de légende dangereuse. Elle était racontée en métaphore, en énigme.
Le feu brûlait dans le ventre de la bête, disait-il. Le silence parlait plus fort que n'importe quel cri. Dans les jours précédant son exécution, Eunice fut détenue dans une petite cellule humide de la prison de Natchez. Le geôlier, un homme endurci nommé Thomas, trouvait son comportement dérangeant. Elle ne pleura pas, ne supplia pas, ne se mit pas en rage. Elle resta simplement assise, regardant par la petite fenêtre grillagée la mince bande de ciel, comme si elle contemplait un horizon lointain. Thomas avait vu de nombreux hommes et femmes condamnés, mais jamais personne d'aussi totalement dépourvu de peur, ou peut-être d'aussi totalement consumé par un dessein au-delà de sa compréhension. Il se retrouvait souvent à la regarder, se demandant quelle profonde source de douleur ou de résolution se cachait sous cet extérieur calme. Il voyait ses yeux, parfois, reflétant la faible lumière, et ils contenaient une sagesse ancienne et indéchiffrable. Le matin de l'exécution, une grande foule se rassembla. Des familles blanches vinrent, certaines avec leurs enfants, pour assister au spectacle, pour se rappeler les conséquences de la rébellion. Des esclaves furent également amenés, souvent forcés par leurs maîtres, pour observer la leçon brutale. La potence se dressait, nue, contre le ciel du matin, un monument grossier à la suprématie blanche. Eunice fut menée dehors, les mains liées, ses pas fermes. Elle portait une simple robe de tissu grossier, la tête découverte. Le soleil tapait, chaud et impitoyable. Alors qu'elle marchait vers la potence, elle traversa la foule. Ses yeux, toujours calmes, balayèrent les visages. Elle vit la peur, la haine, la curiosité morbide sur les visages blancs. Mais elle vit aussi, dans les yeux de son propre peuple, un regard d'une autre nature. Pas de la pitié, mais de la compréhension. Pas de la tristesse, mais une reconnaissance profonde et partagée. Ce fut à ce moment-là, peut-être, que son histoire la transcenda vraiment, devenant quelque chose de plus grand, quelque chose de communautaire. C'était un message échangé sans mots, un lien forgé dans le creuset de la souffrance partagée. Elle monta les marches de la potence, le dos droit. Le nœud coulant fut placé autour de son cou. Le prédicateur commença à parler, sa voix monotone sur le péché et la rédemption, sur la justesse de la loi des hommes. Mais Eunice n'écoutait pas. Elle regarda au-delà de la foule, au-delà des visages, au-delà de la potence, vers la ligne d'arbres lointaine, vers l'horizon. Certains disent qu'elle sourit alors, une courbe faible, presque imperceptible de ses lèvres, comme pour une blague privée. D'autres disent que ses yeux luisaient, comme les dernières braises d'un feu mourant, détenant un secret qu'aucune corde ne pouvait étrangler. Le levier fut actionné. La chute fut rapide. Son corps convulsa un instant, puis se figea. La foule murmura, une expiration collective. La leçon avait été donnée. Mais quelle leçon, exactement, avait été apprise? Pour les spectateurs blancs, c'était une réaffirmation de leur pouvoir. Pour les esclaves, c'était quelque chose de bien plus complexe. C'était une fin brutale, oui, mais aussi un début féroce et terrible. Les fonctionnaires enregistrèrent sa mort. Eunice, femme, âgée d'environ 20 ans, pendue pour le meurtre de Madame Beauchamp. Monsieur... Une simple ligne dans un haut grand livre, poussiéreux. Une autre vie éteinte. Une autre. Statistique. Mais la véritable histoire d'Eunice ne se trouvait pas dans ses archives officielles. Elle se trouvait dans les espaces entre les lignes, dans les silences, dans les histoires transmises de génération en génération. Après sa mort, la plantation Beauchamp ne retrouva jamais vraiment son ancien prestige. L'horreur de ce qui s'était passé persistait comme une odeur nauséabonde. Monsieur Beauchamp, bien qu'il se remariât, était un homme brisé, hanté par le spectre de la disparition de sa femme. Il parlait souvent de sons étranges la nuit, de l'odeur de fumée dans les pièces vides, de voir des ombres qui se déplaçaient trop vite à la périphérie de sa vision. Il tenta de vendre la plantation, mais sa réputation la précédait.
Personne ne voulait acheter un endroit où un tel acte s'était produit, un endroit où une maîtresse avait été réduite au silence par le feu. La terre tomba finalement à l'abandon, la grande maison se délabrant lentement, ses fenêtres comme des yeux vides fixant les champs de coton qui ne prospéraient plus comme autrefois. La clé de porte de la maison principale, autrefois symbole de l'autorité de Madame Beauchamp, fut perdue, peut-être jetée dans le marais dans une tentative futile d'effacer le passé. Sans son symbole d'accès, la maison commença véritablement à mourir. L'histoire de Nice devint une sorte de sombre berceuse, chantée doucement aux enfants dans les quartiers. Elle évolua, se tordant et se retournant à chaque nouveau récit, acquérant de nouveaux détails, de nouvelles couches de sens. Elle devint un esprit, une protectrice, un avertissement. Certains disaient que son fantôme errait sur l'ancienne propriété Beauchamp, non pas dans la tristesse mais dans une vigilance silencieuse, se protégeant contre de nouvelles cruautés. On disait que si l'on écoutait attentivement par une nuit sans lune, on pouvait entendre le son faible et rythmique d'une femme attisant un feu, la lueur des braises se reflétant dans des yeux invisibles. L'histoire officielle, écrite par les vainqueurs, chercha à enterrer le nom de Nice, à effacer son acte de la mémoire publique, à la rejeter comme une folle, une sauvage. Mais la mémoire collective des esclaves, refusa de la laisser partir. Son histoire devint un témoignage du fait que même les voix les plus silencieuses peuvent trouver un moyen de crier, que même les plus impuissants peuvent exercer un pouvoir terrible. Elle leur enseigna que si les chaînes physiques pouvaient lier, l'esprit ne pouvait jamais être véritablement brisé, pas s'il choisissait la défiance. Des générations plus tard, longtemps après l'effondrement de l'institution de l'esclavage, la légende de Nice persista. De vieilles femmes racontaient l'histoire à leurs petits-enfants, leur voix basse et pressante. « Souvenez-vous de Nice, disait-elle. Souvenez-vous du feu qu'elle portait, non seulement dans ses mains, mais dans son cœur. Souvenez-vous que personne ne peut vraiment posséder votre esprit. » Son histoire, transmise par les murmures et le folklore, devint un symbole de résistance, une défiance tranquille contre les récits de la suprématie blanche. C'était une histoire de justice, non aux yeux de la loi, mais dans la justice plus profonde et plus forte d'une âme qui reprend sa dignité, quel qu'en soit le coup. Son nom, autrefois murmuré dans la peur, devint un nom prononcé avec un puissant mélange de respect et de fierté féroce, un nom qui résonnait de la puissance durable de l'esprit humain à riposter, même lorsque tout espoir semblait perdu. Des histoires comme celle-ci méritent des témoins. Soyez-en un en laissant votre marque dans les commentaires. Les histoires officielles, écrites par ceux qui détenaient le pouvoir, listèrent Nice comme une criminelle, une note de bas de page dans les annales d'une terre violente. Son nom fut radié des registres du Doma. Une Beauchamp, son existence niée par les registres mêmes qui l'avaient autrefois définie comme propriété. Pourtant, malgré tous les efforts pour l'enterrer, sa vérité persista, portée non par l'encre, mais par le souffle des générations. Elle vivait dans les regards complices échangés autour d'un repas commun, dans les récits chuchotés sous le vaste ciel indifférent, dans le rythme des chants de travail qui portaient un sens caché. L'histoire de Nice devint plus qu'un acte de vengeance. Elle devint un témoignage du fait que si le pouvoir pouvait dicter les récits, il ne pouvait jamais éteindre complètement les braises de la mémoire. La flamme silencieuse et brûlante d'une vérité supprimée qui murmurerait à jamais sa défiance à travers les âges. Un défi silencieux et durable.